Comment trouver du travail en tant que créatif en freelance ou en intermittence? C'est la grande question ultime et qui me concerne aussi. Je me suis dit que c'était un bon moment pour en parler et que j'allais vous donner toutes mes astuces pour trouver des projets qui vous correspondent. Je me suis rendu compte que beaucoup d'entre vous pensent que je croule sous les projets, sauf que la réalité, c'est que pas tant que ça. Et c'est un peu ma faute. Avec la conjoncture actuelle, le fait que j'ai aussi moins posté en début d'année parce que je bossais sur ma formation photo, lien en description, et je me retrouve dans une belle période de creux. Et c'est pas terrible. Et bêtement, j'ai un peu attendu que ça reparte tout seul et c'est pas arrivé. Parce que depuis des années, j'ai la chance d'avoir des projets qui me tombent un peu tout cuit dans le bec, donc petit à petit, je me suis aussi habitué à ne pas avoir à démarcher. Tout ce que je prenais sur comment se démarquer, je l'ai en quelque sorte laissé, et il est grand temps de changer ça. Moi c'est Charles, chef op et réal en pub et docu, et je cherche officiellement du boulot. Alors j'ai un peu tout repris à zéro et j'ai sorti quelques étapes à suivre pour vous. Que vous soyez dans l'audiovisuel ou dans n'importe quel métier créatif en freelance, ça marche pareil. Vous pouvez refaire ça chez vous, à votre échelle. Ça peut paraître un peu simple, mais avant de chercher du travail, il faut savoir ce que vous cherchez et donc ce que vous voulez trouver. Il y a plein de gens qui partent un peu à la chasse sans avoir vraiment réfléchi à ce qu'ils voulaient ramener. Et du coup, il ou elle accepte tout ce qui passe. Des projets qui ne les inspirent pas, qui ne font pas avancer leur portfolio et qui parfois peuvent même causer du tort, que ce soit à leur portfolio ou à leur image. Dans mon cas, moi je cherche des projets de direction de la photo, idéalement, sur des productions qui ont une vraie ambition visuelle, pub, fiction, pourquoi pas, et surtout idéalement des documentaires. C'est pas forcément les plus gros budgets, mais au moins des projets où j'ai une vraie liberté créative. Définir ça, c'est la base parce que ça va conditionner tout le reste. Ce que vous mettez sur votre site, ce que vous mettez dans votre bande démo si vous en avez une, à qui vous allez écrire, comment vous allez vous présenter. Chercher du travail sans savoir ce que vous voulez vraiment faire, c'est un peu laisser les autres décider de votre trajectoire pro à votre place. Et ça, c'est pas l'idéal. C'est un peu les basiques, mais c'est des choses qui ont toujours marché et qui marcheront sûrement toujours. Et dans le milieu créatif, le nerf de la guerre, c'est le réseau. La grande majorité des projets circulent entre des gens qui se font confiance, et cette confiance, elle se construit dans le temps, sur les tournages, autour d'un café, au fur et à mesure de vos rencontres. Faut vraiment retenir qu'il vaut mieux que vous soyez juste bon dans votre domaine, mais excellent en relationnel, plutôt qu'excellent dans votre domaine et mauvais en relationnel. Là, je vous invite pas à networker de façon hyper calculée, etc. C'est juste un peu une réalité du milieu. Les gens bossent avec des gens qu'ils aiment avoir sur un plateau, ou avec des gens que d'autres personnes de confiance leur ont recommandé. C'est pour ça que quand vous rencontrez des gens dans ce milieu, essayez d'être la meilleure version de vous-même, même quand vous êtes fatigué, sous stress, et les gens vous le rendront à l'avenir. L'étape d'après, c'est de soigner du coup le contact direct, parce qu'il y a l'activation de votre réseau que vous avez déjà et les gens que vous allez rencontrer, mais il y a aussi le développement du réseau. Ça peut passer par Instagram, LinkedIn, avec des messages bien écrits, courts, efficace. Par pitié, pas de copier-coller un peu bullshit, montrez à la personne que vous contactez que vous avez fait un minimum de recherche sur elle et sur ce qu'elle fait, c'est important. Il faut vraiment personnaliser au maximum. Le but, ça va pas être de gratter un projet dans le premier message, c'est juste d'exister dans la tête de quelqu'un qui, dans 2 semaines, aura peut-être exactement besoin de ce que vous faites. C'est des probabilités qui restent à chaque fois faibles, mais si vous multipliez les contacts avec différentes personnes, que vous allez contacter les personnes qui vous inspirent, les agences avec qui vous aimeriez bosser, les gens qui sont derrière les projets qui vous ont plu, petit à petit, vous allez multiplier les probabilités et peut-être provoquer la chance. Parfois, il se passera rien pendant 6 mois et parfois, il suffira d'un message, d'un bon contact à un bon moment, peut-être même d'être visible dans les commentaires sous un post pour que la bonne personne pense à vous au bon moment et de ça découlera peut-être ensuite d'autres projets. Tout peut se jouer sur un message ou même une interaction sur un plateau. Gardez vraiment ça en tête. Il faut savoir un petit peu provoquer la chance. Petite précision au niveau du ton quand vous envoyez des messages, pas besoin d'être tout le temps hyper formel tant que c'est dans le respect. Moi je reçois souvent des messages pour des alternances, des stages qui me vouvoient. Je vous avoue que ça me donne moins envie de répondre positivement parce que j'ai l'impression que la personne en face n'a pas du tout compris qui je suis, n'a pas compris qu'elle peut me tutoyer et être entre guillemets cool. Après c'est évidemment à adapter, si vous contactez un collègue techos, évidemment soyez cool. Si vous contactez une personne plus âgée qui est producteur, productrice, qui a 57 ans et que vous connaissez pas, évidemment là un peu de vouvoiement et de formalité ne fera pas de mal. C'est un process que je fais là moi actuellement, c'est pour ça aussi que je voulais en parler, donc je vous mets à l'image quelques messages que j'ai envoyés récemment, je vous laisse faire pause si ça vous intéresse. Mais le réseau et les messages, ça a une limite, ça prend du temps et ça ne règle pas la question de fond. Si quelqu'un entend parler de vous et veut vérifier qui vous êtes, qu'est-ce qu'il va trouver? On va parler de l'importance d'avoir la plus belle vitrine possible. Mais avant ça, vous avez pas remarqué un petit truc caché derrière moi là? Oui, quand tu passes 6 ou 7 heures par jour devant ton ordi à monter, étalonner, retoucher des photos,
mieux vaut être sûr que ta chaise ne te bousille pas à petit feu. CEO m'a envoyé leur nouvelle chaise haut de gamme, alors accrochez-vous, la Toro C300 Pro V2. Je vous jure que c'est pas une carte graphique de gamer, c'est bien le nom d'une chaise. Cette chaise elle est hyper confortable grâce à des technologies qui ont des noms tout aussi terribles que le nom de la chaise, comme le système Dynacore. En gros, au lieu de te laisser t'agiter et glisser sur la chaise, elle va t'accompagner dans le moindre de tes mouvements. Et ça fait vraiment du bien. Tu te penches pour checker un détail, le soutien lombaire reste bien collé à ton dos, tu t'avachis pour réfléchir ou faire semblant de réfléchir et il glisse avec toi. Pas de creux dans le bas du dos, c'est que du bonheur. Pour les accoudoirs, ils sont en 8D bionique. Ouais, on continue dans les noms marketing catastrophiques. Ce que ça veut dire, c'est que concrètement, ils vont dans tous les sens possibles et imaginables pour t'accompagner et s'aligner parfaitement à ton setup. Et la chaise s'incline jusqu'à 135 degrés, soit officiellement de quoi faire une sieste. Oh. Maintenant, il y a deux compromis, déjà le poids, parce qu'elle est quand même sacrément lourde, et surtout le prix, puisque c'est leur modèle premium, qui est à quasiment 500 €. C'est clair que c'est pas donné, mais je pense qu'à la place d'investir sur un énième objectif dont vous n'avez pas besoin, ça peut être cool aussi d'investir sur votre santé, surtout que c'est des achats qui durent vraiment dans le temps. Et si vous n'avez pas le budget pour cette chaise précisément, CEO a plein d'autres modèles plus entrée de gamme qui feront déjà une très bonne base si vous voulez vraiment acquérir une bonne chaise. Merci à eux de m'accompagner sur cette vidéo. On s'assoit confortablement et maintenant parlons de votre vitrine. Ouais, c'est un peu là que tout se joue et je vais vous montrer quelque chose que moi j'aurais dû refaire faire il y a bien longtemps, mon propre site vitrine. Et au travers de ce que j'ai fait sur le mien, vous allez avoir plein d'astuces pour le vôtre. Bon, d'abord parlons des options parce que tout le monde n'a pas les mêmes moyens ni les mêmes besoins. Si vous débutez et que vous voulez quelque chose de rapide et gratuit, clairement Behance, c'est propre, c'est indexé, les gens du milieu le connaissent, alors c'est plutôt un portfolio limite fixe qu'un site vitrine, mais franchement, ça peut faire le job. Maintenant, si vous voulez un vrai site sans vous ruiner et sans savoir coder, il y a aussi des plateformes comme Squarespace, Wix, Odoo, Forma, Cargo et sûrement plein d'autres. C'est souvent autour de 15 à 20 € par mois et c'est largement suffisant pour beaucoup de monde et ça se base sur des templates faciles à adapter. Juste, assurez-vous quand même de payer pour un nom de domaine clean et pas de charles-chile.wix.com parce que ça fait pas pro. Et puis le mieux, si vous en avez la possibilité, c'est le faire de toutes pièces. Et c'est ce que j'ai choisi de faire. Et quand je parle de le faire de toutes pièces, je parle pas d'entrer un prompt sur Claude en lui demandant de faire mon site. Non, ça c'est pas vraiment le faire vous-même, ça c'est même plutôt bâcler le travail. Même si les résultats peuvent être intéressants, il faut aller plus loin que ça. C'est pour ça que personnellement, j'ai choisi de faire appel à un humain. Doué, qui plus est, c'est quand même mieux. J'ai contacté Guillaume de Nomia Studio et on a commencé par plusieurs calls pour tout simplement définir mes besoins. Et ça, quoi que vous choisissiez comme option, c'est ce que vous allez devoir définir en amont. Combien de pages, quel contenu, à qui ça s'adresse, quel message vous voulez faire passer. Je l'avais un peu partagé sur Insta, mais donc voilà mon site. Je vous laisse d'ailleurs me dire en commentaire ce que vous en pensez, ça me ferait plaisir. On a une homepage qui répond à une question simple, c'est qui je suis, ce que je sais faire, pour qui. En quelques secondes, il n'y a pas de chichi, on est vraiment dans l'image, le visuel pur, avec des images qui tournent en boucle, en fond. On a une section projet qui est assez stricte. Quand vous passez la souris sur un projet, ça montre des extraits du dit projet. C'est pas du tout ce que j'ai fait, c'est vraiment les projets qui représentent où je veux aller et les types de projets pour lesquels je veux qu'on me contacte, idéalement. Il faut mettre en avant les projets dont vous êtes fiers et ce que vous voulez refaire. Parce que les projets que vous montrez sont ceux où vos futurs clients vont pouvoir se projeter et donc techniquement ceux aussi que vous allez attirer. Personnellement, j'ai mis de la pub et du docu parce que c'est vraiment tout ce que je veux faire. Sur chacun des projets, j'ai choisi aussi d'indiquer mon rôle pour bien identifier mon apport. On a mis un petit bandeau client assez visible pour montrer les marques avec qui j'ai bossé. Au début, on l'avait mis un petit peu plus caché sur une autre page et au final, on l'a remonté directement sur la homepage parce que c'est quelque chose qui peut facilement rassurer les personnes qui tombent sur votre site. Surtout que pour le coup, j'ai pas mal de noms sympas à montrer. Il y a aussi une vraie réflexion à faire sur le SEO et aussi le GEO. Alors SEO, Search Engine Optimization, et maintenant, très important, le GEO, Generative Engine Optimization. Le SEO amène à être trouvable sur Google et sur les moteurs de recherche. Quand les gens tapent, je sais pas, chef opérateur Paris, l'idée c'est qu'ils tombent sur mon site. Et le GEO, c'est hyper important maintenant parce que ça vous permet d'être référencé dans les IA, puisque beaucoup de gens vont maintenant les utiliser comme moteur de recherche et taper donne-moi une liste de noms de chefs opérateurs sur Paris dans ChatGPT, Claude, Perplexity. Et l'idée c'est d'être mis en avant aussi par les différentes IA. Les façons de chercher elles changent et votre site il doit suivre. On a aussi une page About qui donne plus d'infos sur ce que je sais faire, où je suis basé, avec aussi quelques images making of en fond parce que je me disais que c'était sympa. Et puis un formulaire de contact assez simple mais pensé pour filtrer les demandes dès le départ. Ce qui arrive dans ma boîte, on a déjà les infos dont j'ai besoin pour évaluer si le projet colle. Et surtout, j'ai fait le choix d'écrémer les projets à trop petit budget car si vous choisissez réalisation, il y a un budget minimum qui est écrit de 3000 €. J'avoue que ça peut être une erreur, mais personnellement, je pense que ça va m'éviter de perdre du temps avec des prospects qui me pitchent un truc génial pour au final me dire qu'ils ont 800 € pour 6 jours de tournage. Ça m'est déjà arrivé et c'est frustrant pour tout le monde. Ce site vitrine, il sert vraiment pas qu'à montrer ce que vous savez faire, mais il sert à convaincre tout simplement le bon client que vous êtes la bonne personne
pour son projet. Et mine de rien, vos réseaux peuvent aussi faire partie de la vitrine. Je vous parlais d'être trouvable en ligne, sauf qu'être trouvable, ça peut être un peu à double tranchant, parce que si quelqu'un vous cherche et tombe sur un Insta rempli de vos photos de vacances et de soirées, ça fait un peu tâche. Alors là, il y a deux options qui s'offrent à vous, c'est vraiment au choix. Soit vous ne voulez pas qu'on vous trouve sur du perso, et là il va falloir assumer jusqu'au bout avec un pseudo différent, un compte en privé, votre vrai nom qui n'apparaît pas. Ou alors vous pouvez aussi décider que votre Insta par exemple est aussi un espace pro, mais là il va falloir le soigner vraiment. Postez vos projets, faire quelque chose de joli, harmonieux qui montre bien l'étendue de vos talents et les projets que vous faites et que vous voulez faire, un petit peu à l'image de votre site. Et surtout il faut éviter de faire un entre-deux clairement. Alors moi je suis dans un cas un peu spécial parce que j'ai aussi une activité entre guillemets d'influenceur, guillemets volante, mais en gros j'essaye de montrer aussi un peu de ma vie, des backstage, etc. J'essaye de le faire de manière pro sans trop en montrer. Donc je pense que ça reste assez ok, mais c'est un équilibre qui est personnellement assez dur à trouver. Et si vous voulez faire un vrai compte pro, bah l'idée c'est vraiment de rester pro et de montrer uniquement vos projets et vraiment utiliser votre Insta aussi comme un deuxième portfolio. Donc pensez bien que votre vitrine c'est pas forcément que votre site, hein, c'est aussi le premier profil sur lequel les gens tomberont quand ils taperont votre nom. Si c'est votre Insta qui arrive avant votre site web, malheureusement il y a de fortes chances que les gens iront sur Insta, donc il faut que vous ayez préparé ça. On a soigné la vitrine et maintenant il va falloir la nourrir. Concrètement, il faut absolument partager vos projets pro et perso régulièrement pour vous montrer que vous créez, que vous bossez, bref que vous existez. Idéalement évidemment il faut partager ceux dont vous êtes fiers, les projets un peu cool, que ce soit des projets pro ou des projets perso, et idéalement aussi les projets que vous souhaitez refaire par la suite. Et quand il y a des périodes de creux, c'est aussi ok de poster des projets un peu moins ambitieux tant que c'est bien tourné. Vaut mieux présenter un projet un peu moyen dont vous n'êtes pas le plus fier du monde que rien poster du tout. Si votre compte Insta est un peu en mode pro comme on l'a évoqué, l'idée ça va être de faire des posts qui résument le projet un petit peu en caption, avec quelques photos backstage, des screenshots du rendu final et éventuellement aussi de courts extraits vidéo de certains de vos rushs préférés. Hyper important aussi, c'est de taguer toute l'équipe. En plus d'être poli, l'idée c'est que certains de ces membres d'équipe vont aussi pouvoir par exemple repartager votre post en story, potentiellement venir interagir sur votre post parce qu'ils vont voir qu'ils ont été mentionnés. Bref, ça vous permet aussi peut-être d'être diffusé devant des gens que vous n'auriez jamais touché autrement, et ça, c'est plutôt pratique. Et puis en plus, c'est hyper important de toujours créditer tout le monde. Vous pouvez aussi éventuellement faire des vidéos backstage de vous en action avec éventuellement par exemple le plan final obtenu en format Reels, tant que ça reste un peu pro et classe, car ça peut au final aussi aller chercher de nouveaux contacts, c'est des nouvelles méthodes, beaucoup de gens le font, donc pourquoi pas évoluer avec ça aussi. Ça peut paraître facile de l'extérieur, mais si vous ne l'avez jamais fait, par contre je vous préviens, c'est vraiment pas si simple que ça. Et sur le sujet d'être actif et de vous montrer, il y a aussi un autre gros monstre, évidemment, c'est LinkedIn. Alors perso, je suis pas du tout un grand fan, hein, j'essaie de me forcer à poster un petit peu dessus, mais je le fais pas encore assez. Mais c'est hyper important parce que c'est aussi là que les gens de notre milieu créatif sont, et c'est aussi là que potentiellement de futurs clients sont. L'idée c'est vraiment pas de poster n'importe quoi, mais c'est de montrer des projets en essayant aussi d'apprendre quelque chose à celui qui va vous lire. Quelque chose que vous avez appris sur un tournage, une anecdote cool à raconter, ou carrément même un projet qui s'est mal passé mais qui vous a permis de progresser. Essayez de penser à transmettre quelque chose et c'est exactement ça qui va faire qu'un post tourne et touche plus de monde. Et tant qu'on y est, petite rafale d'astuces concrètes pour optimiser vos posts LinkedIn, c'est simple mais ça vous aidera. Optimisez vos 2 premières lignes car LinkedIn va couper le post et on verra un voir plus, donc c'est important d'optimiser vos 2 ou 3 premières lignes pour que le spectateur ait envie de cliquer sur voir plus et lire la suite. Il faut donner envie aux gens de vous lire. Évitez de coller des liens qui amènent en dehors de LinkedIn sur vos posts, ça risque de réduire votre reach parce que LinkedIn a pas envie que vous partiez. Soit vous postez le résultat final, les photos, le contenu directement sur LinkedIn, ou alors vraiment si vous avez besoin de mettre un lien externe, vous le mettez en commentaire. Ne vous étalez pas non plus, essayez de faire autour de 1500 caractères et surtout soyez régulier. Si vous arrivez à poster une fois par semaine, c'est super, même plus si vous le pouvez. Bon, je vous avoue que personnellement j'en suis pas encore là, mais j'essaye de m'améliorer. Et surtout soyez actifs sur les posts des autres et répondez au maximum aux gens qui vous laissent des commentaires, répondez aux gens qui vous envoient des messages, c'est ça que l'algo va aussi récompenser. Bref, on a une vitrine soignée, on a une activité régulière et c'est ça qui va faire qu'on va penser à vous au bon moment et pas à quelqu'un d'autre. Le site vitrine, il dit un petit peu qui vous êtes, mais le showreel, la bande démo, elles disent ce que vous valez et c'est là que vous pouvez potentiellement vous louper. La pire erreur, c'est vraiment de faire une démo best-of en mettant un peu toutes vos plus belles images dans n'importe quel ordre sans vraiment réfléchir. Ça peut être joli, mais c'est pas forcément ça qui va convertir. Faut vraiment garder en tête que la personne qui va regarder, elle a pas beaucoup de temps et la seule question qu'elle se pose, c'est est-ce que cette personne peut faire ce dont j'ai besoin. J'ai fini la mienne très récemment, je l'ai mis sur Insta, peut-être que certains d'entre vous l'ont vu. Je vous la montre rapidement et comme ça on parle juste après de ce que j'ai mis et potentiellement de ce que j'ai pas mis dedans. C'est parti.
Bon, ma bande démo, c'est assez court, c'est efficace, on voit beaucoup de choses en très peu de temps. Gardez à l'idée de faire 2 minutes maximum, même éventuellement 90 secondes maximum. La mienne fait même 70 secondes. Si vous avez besoin de plus, c'est potentiellement que vous n'avez pas fait un bon travail de sélection. Les 30 premières secondes, c'est un peu une sorte de hook, un peu plus longue dans les Reels, mais il faut vraiment penser que les premiers plans doivent dire qui vous êtes et surtout donner envie aux spectateurs de rester jusqu'au bout. Faut pas commencer par ce qui est le plus récent chronologiquement, vraiment commencer par ce que vous trouvez le plus fort et ce qui vous définit vraiment et ce qui va faire rester le spectateur. Et surtout, il faut aussi finir fort parce que c'est ça que la personne risque de garder en tête, c'est les premières images et potentiellement les dernières. Dans la mienne, il y a des choses que je montre parce qu'elles définissent mon style et il y a beaucoup de choses que j'ai surtout pas mis. Pas parce que c'était mauvais ou moins intéressant, mais parce que ça collait pas à la direction que j'ai envie de prendre. Par exemple, j'ai pas mis trop d'animalier, alors j'ai mis quand même quelques plans d'animaux différents, mais j'en ai mis juste assez pour que ça suffise à montrer que, ok, je sais bien le faire. Pour ce qui est du drone, pareil, j'ai des plans incroyables, mais j'ai dû en enlever 90% parce que je ne cherche pas de prestation de drone. Je ne peux pas faire légalement de prestation drone en France, c'est pas ce que je cherche, donc j'insiste pas là-dessus. Par contre, j'ai mis un maximum de visages et d'humains, d'interviews, parce que c'est hyper vital pour du documentaire, et c'est ce que je cherche. J'ai aussi mis un peu de plans d'action, notamment à la fin, pour vraiment montrer mon côté tout-terrain. Et mon dernier conseil, il va peut-être contredire un peu tout ce que j'avais dit au premier. En gros, ce que je vous disais, c'est sachez ce que vous cherchez, écrémez les petits budgets, ne prenez pas tout, et je le pense toujours. Mais quand c'est creux et qu'il se passe pas grand chose, bah c'est aussi bien d'accepter des projets qui collent pas forcément à ce que vous voulez faire, pas par désespoir, mais potentiellement pour les gens que vous allez rencontrer sur ces projets. Parce qu'on l'a dit, c'est plutôt sur les plateaux ou par les gens que vous allez rencontrer sur des projets que tout se joue. Littéralement, hier, j'étais sur un tournage qui était pas du tout dans ma cible, et j'ai rencontré des personnes qui vont potentiellement m'amener d'autres projets beaucoup plus cool par la suite. Un tournage moyen, plein de bonne rencontre vaudra toujours mieux qu'une semaine passée à attendre le projet parfait qui n'arrivera peut-être pas. Bosser sur des projets avec des gens en direct, c'est vraiment du contact accéléré. Vous passez 9, 10, 12 heures par jour avec des gens, ils voient comment vous bossez, ils voient votre énergie, votre sérieux, et c'est 100 fois plus fort que n'importe quel message direct sur LinkedIn ou sur Insta. Donc oui, il faut savoir ce que vous voulez et ce vers quoi vous voulez aller, mais il faut quand même garder une porte ouverte pour les projets qui peuvent vous faire rencontrer du monde intéressant. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de construire ou de remettre à jour votre propre vitrine, parce que malheureusement le talent ne suffit pas si personne ne sait que vous existez. Merci à CEO d'avoir soutenu cette vidéo, et je te mets juste ici une vidéo qui parle des coulisses financières de ma chaîne, et abonne-toi pour ne pas louper la suite. À bientôt.